récupérer le culot au niveau duquel donc, vont se localiser les parasites. Et donc, la technique la plus connue et la plus utilisée également, c'est la technique de Ritchie, donc, qui est une technique très sensible physico-chimique, qui permet donc de mélanger les cellules avec du formol et ensuite avec de l'éther, et on fait une centrifugation qui permet de concentrer les parasites au niveau du culot. Vous avez également des techniques particulières, telles que la technique de Bayerman ou bien la technique de Kato-Katz, qui permet de rechercher des schistosomes. Et c'est une technique particulière parce qu'elle permet non seulement de poser les diagnostics, mais également de quantifier les œufs par gramme de sel. Et ceci donc est important, notamment pour la schistosomiase, parce que ça détermine l'intensité de l'infestation. Plus les œufs sont importants en nombre, plus l'intensité de l'infestation est élevée, donc il y a plus d'adultes et plus de risque de faire des complications ultérieures et importantes. Ce qui est de l'oxyurose, donc on a une technique particulière qu'on appelle le Scotch test, parce que rappelez-vous, je vous ai dit que le parasite femelle va activement franchir le sphincter anal, va se retrouver au niveau de la marche anale et va prendre ses œufs sur la marche anale. Alors, on a une technique particulière qui consiste à utiliser le Scotch classique qu'on utilise pour coller des feuilles de papier. On va déplier la marche anale le matin très tôt avant toute toilette et on colle cette salopard sur la marche anale. Et en ce moment, donc, tous les œufs qui étaient sur cette marche anale vont se coller sur le scotch et on va retirer ce scotch qu'on va mettre sur une lame et on va examiner. Et là, on va observer les œufs. Ça, c'est une technique particulière, très sensible, qui permet de pouvoir diagnostiquer l'oxyurose très facilement. À côté du diagnostic direct, où on voit le parasite, où on voit les éléments du parasite, on a le diagnostic indirect, qui permet de voir donc les conséquences de la présence du parasite. Et donc souvent, c'est le diagnostic immunologique parce que ces parasites sont des corps étrangers et vont entraîner la formation ou la production d'anticorps ou parfois même vont libérer de propres antigènes dans les selles. Et donc là, ou bien dans le sang. Et donc là, par des techniques immunologiques, on peut rechercher soit ces anticorps, soit ces antigènes. Donc des techniques comme l'ELISA, comme l'immunohistophorèse ou bien la l'immunodiffusion. C'est une technique particulière qui permet de rechercher soit des anticorps, soit des antigènes libérés par le parasite dans l'organisme. Une fois diagnostiqué, donc la prise en charge thérapeutique va se mettre en place et ce traitement donc, dépend de l'étiologie. Donc, quand il s'agit de protozoaires tels que les amibes, les giardia et autres trichomonas, on utilise donc les dérivés imidazolés, donc le métronidazole, le secnidazole, l'ornidazole ou le tinidazole, avec les noms commerciaux, mais ce n'est pas les seuls, on peut vous donner un type d'exemple. Et donc, il faut traiter ces enfants-là avec ces molécules. Ce sont les 4 molécules qui sont disponibles pour traiter donc ces protozoaires avec des posologies donc, pour les enfants. Donc, de 40 mg par kilo et par jour pour le metronidazole, avec un traitement qui doit durer au minimum 7 jours. Ou bien, on peut utiliser les autres molécules, secnidazole, ornidazole, à la posologie de 50 mg par kilo en une prise unique. Et donc, cette prise unique permet de régler le problème. Pour ce qui est des coccidies et de la bantuliose, on va utiliser des antibiotiques. Donc, en particulier, c'est la tétracycline qui peut être utilisée sur les grands enfants, mais on ne le favorise pas trop chez les petits enfants. Pour cela, donc, on préfère utiliser surtout donc, la spiramycine ou bien le cotrimoxazole avec des posologies donc, pour la spiramycine de 1,5 million d'unités internationales par kilogramme et par jour, ou bien le cotri, donc à raison de 20 à 100 mg par kilo et par jour. Mais là aussi, c'est en fonction de l'âge qu'on va mettre en place ce traitement. Ce qui est des métazoaires, on va utiliser les dérivés nitroimidazolés. Hein? Donc là, vous avez l'albendazole, le tribendazole ou bien le membendazole, ou une autre molécule qui est le pamoil de Pyrantel, donc qui est très largement utilisé, mais qui est de moins en moins utilisé. C'est surtout donc les dérivés nitroimidazolés qu'on utilise. L'albendazole à la posologie donc de 5 mg par kilo en prise unique chez l'enfant. Le tribendazole, 100 mg en prise unique, ou bien le membendazole, 200 mg par kilo, par jour plutôt, pendant 3 jours, ou bien 500 mg en une prise unique peut être utilisé. Alors, le cas particulier
de l'oxyurose nécessite, au bout de 15 jours, de refaire ce traitement. Donc, c'est seulement pour l'oxyurose ou l'angulose qui peuvent entraîner des rétro-infestations ou bien des auto-infestations qu'on demande de renouveler le traitement une semaine à 2 semaines après. Par contre, pour les ascaris, tricocépales et autres, le traitement en une seule prise ou bien pendant 3 jours suffit largement. Maintenant, pour l'oxyure, qui est vraiment un pathogène très tenace, donc on préconise de refaire la même dose une semaine à 10 jours après, parce qu'on pense qu'il peut y avoir une rétro-infestation ou bien une auto-infestation par l'enfant lui-même. Et donc, c'est dans ce cas seulement où on demande à ce qu'on fasse le traitement une semaine à 10 jours après. Et je vois souvent dans les prescriptions des pédiatres, on dit systématiquement, on fait un deuxième traitement au bout d'une semaine à 15 jours. Ce n'est pas, préconisé si vous n'avez pas la certitude qu'il s'agit d'une oxyurose. Et c'est pourquoi donc l'importance du diagnostic biologique va être mise en exergue. Parce que très souvent, on ne fait pas appel au diagnostic biologique et donc on traite à l'aveugle. Si vous traitez à l'aveugle en utilisant l'albendazole, par exemple, sachez que vous êtes efficace que sur les nerfs ronds. Vous n'êtes pas efficace sur les protozoaires, vous n'êtes pas efficace sur les nerfs plats. Si vous traitez uniquement avec le flagelle, vous n'êtes efficace que sur certains protozoaires. Vous n'êtes pas efficace même sur tous les protozoaires, vous n'êtes pas efficace sur les métazoaires. Et si vous utilisez toute molécule, par exemple, comme le praziquantel qui permet de traiter les métazoaires et les vers plats, là, vous êtes actif que sur ce. Donc, l'importance du diagnostic biologique permet de savoir quel groupe de pathogènes on a à faire et quel est le traitement qui va être utilisé. Donc, si c'est donc les vers plats, donc les schistosomes ou les doux, on utilise donc le praziquantel à la posologie donc, de 60 mg par kilo. Hein. Pour la schistosomiase, c'est en une seule prise ou bien en 2 prises, mais dans la journée. Hein. Si c'est pour les 12, on peut continuer le traitement encore pendant 2 jours ou 3 jours pour être sûr d'être efficace. Pour les ténias, donc les ténias sont sensibles qu'à une seule molécule, à 100%, c'est la niclosamide. Par contre, il y a une efficacité de l'ordre de 50% avec le praziquantel, à la posologie, donc 10 à 25 mg par kilo. Le médicament de choix pour traiter les téniasis, donc c'est la niclosamide, donc qui est administrée donc, à la posologie donc, de 0,5 g le premier jour, en dose d'attaque, puis 0,25 mg par jour pendant les 6 jours suivants. Et c'est ça qui permet de pouvoir traiter correctement les téniasis. Sinon, les autres molécules ne sont pas efficaces sur ce pathogène. À côté du traitement étiologique, donc souvent il y a un traitement adjuvant qui est mis en place. Il y a souvent un syndrome de malabsorption, il peut y avoir une malnutrition, il peut y avoir un état pondyral, saturopondéral. Tout cela, donc il faut donc, améliorer l'alimentation de l'enfant. Donc en utilisant des aliments plus riches en fibres, il faut utiliser également d'autres adjuvants pour améliorer la qualité de l'alimentation. Dans certains cas, même de plus en plus maintenant, on préconise l'utilisation de prébiotiques et de probiotiques, ou bien si on les met ensemble, on parle de symbiotiques, ceci pour restaurer un peu les microbiotes intestinales et favoriser donc la lutte, en tout cas donner à l'enfant des capacités